C'est lundi matin, 8h47, et je suis assise à mon bureau quand quelqu'un qui ne devrait pas être là arrive dans les bureaux. Elle porte un costume Chanel blanc cassé, des escarpins Christian Louboutin, neufs, je voyais les semelles rouges briller sous le néon, et elle a cette expression que je reconnais immédiatement. C'est l'expression de quelqu'un qui a grandi en pensant que l'argent était une invincibilité physique. Je la reconnais, évidemment. J'ai vu des photos d'elle, Léa Deschamps, 32 ans, MBA de HEC. Elle revient tout droit d'une année dans le bureau de New York de sa mère, qui, soit dit en passant, a hérité ses parts sans rien bâtir. Et elle arrive ici, dans nos bureaux au 13e étage de la Défense, avec ce sourire de quelqu'un qui croit que le monde fonctionne selon ses règles. Ses talons claquent sur le sol en béton poli. Clac, clac, clac. Tout le monde lève la tête. On s'arrête de travailler. C'est étrange comme les gens peuvent sentir la proximité du pouvoir, même quand ce pouvoir n'existe que dans l'imagination de quelqu'un d'autre. Édouard Deschamps, le fondateur, le propriétaire d'alors, le père de Léa, est en réunion. Au 3e étage, je crois. Réunion de comité stratégique. Il ne sait pas encore que sa fille est arrivée plus tôt que prévu. Elle était supposée commencer demain. Tout le monde a reçu un email hier à 18h32, annonçant son arrivée en tant que directrice de la stratégie. Un titre magnifique qui ne voulait rien dire puisqu'elle n'avait jamais travaillé ici une seule journée. Léa se dirige vers mon bureau. Mon vrai bureau, pas un cubicule. Une véritable pièce, fenêtre sur la Défense, vue sur la Seine au loin les jours dégagés. Elle s'arrête à la porte, puis entre sans frapper. Je suis Marguerite Fournier, 49 ans. Je travaille chez Deschamps Associés depuis le jour de son ouverture. Jour 1. 1998. Elle a 3 jours quand Édouard signe les papiers de constitution. Je suis là quand on avait 3 employés, moi, un consultant senior et un type qui s'occupait des factures. Maintenant, on en a 137. Je regarde Léa sans bouger de ma chaise. Elle me regarde comme on regarde quelque chose qu'on va jeter. Marguerite Fournier? Elle demande ça en anglais d'ailleurs. Même pas français. Accent transatlantique impeccable. Deschamps Associés. Conseil en transformation digitale. Stratégie. Nous avons des bureaux à Paris, Londres, New York, Singapour. On gère des mandats pour des entreprises du CAC 40. Et la fille du fondateur me parle en anglais, comme si elle était étrangère chez elle. C'est moi, je répondis en français. Elle ne sourit pas. Elle n'essaye même pas de faire semblant. Mon père vous a gardé trop longtemps. Votre rôle, vos responsabilités, votre salaire, tout ça, c'est du luxe qu'on ne peut plus se permettre. C'est une surprise, je sais, mais j'ai passé la nuit à examiner les dossiers du personnel. Vous êtes 15% au-dessus du marché pour quelqu'un avec votre niveau d'expérience. Et honnêtement, on a besoin de 109. Votre dernier projet, celui sur la mutation du groupe Leclerc, c'était bon, mais c'était bon il y a 5 ans. Les choses bougent plus vite maintenant. Je l'écoute. Je l'écoute vraiment. Je remarque comment elle dit « mon père » avec une légère dédain, comme s'il était déjà une version passée d'elle-même. Je remarque comment ses mains bougent quand elle parle, pas naturellement, mais avec la précision d'une présentatrice de télévision. Elle a pris des cours de dynamique personnelle probablement, ceux qu'on propose au Princeton Club. Vous allez quitter vos fonctions immédiatement. Demain, on va faire passer le communiqué de presse. Réorganisation, nouvelle direction, merci pour votre contribution, blablabla. Bla bla. Vous allez recevoir 3 mois de salaire en indemnité. Vous allez signer une clause de non-concurrence. Et vous allez laisser votre badge sur le bureau. Elle dit tout ça avec la rapidité d'une liste d'épicerie. Elle me congédie. Le premier jour où elle met un pied ici, dans l'entreprise qu'elle n'a jamais connue,
qu'elle n'a jamais construite, qu'elle n'a jamais risqué un centime pour créer, elle décide que je ne dois plus en faire partie. Je me lève lentement. J'ai le temps. Et plus on attend, plus c'est intéressant, n'est-ce pas? Je me lève, je la regarde vraiment pour la première fois. Elle a les yeux de sa mère, ce bleu froid qui ne clignote presque jamais. Et je remarque ses mains qui sont en train de trembler légèrement contre le dossier qu'elle tient. Même dans sa certitude, il y a une fissure. Elle n'a jamais eu à congédier quelqu'un avant. Elle attend que je pleure, que je plaide, que j'expose ma vulnérabilité. Je regarde par la fenêtre une seconde, le ciel gris de la Défense, les immeubles identiques qui entourent le nôtre comme des geôliers, et puis je me tourne vers elle. Je sens mon propre calme descendre en moi comme une onde froide. Elle n'a pas idée. Tu dis à ton père que j'ai quelque chose à discuter avec le conseil d'administration. Demande-lui de garder son agenda libre cet après-midi. C'est tout. Je ne dis pas « bonne chance ». Je ne dis pas « vous vous trompez ». Je dis simplement ça. Et je souris. Un sourire tranquille. Le sourire d'une femme qui sait quelque chose que tu ne sais pas. Elle cligne des yeux. Pardon? Tu as entendu. Je prends mon ordinateur portable. Je mets mes affaires dans mon sac. Le sac Céline gris que j'ai acheté en 2009, qui a traversé 3 décennies de réunions, et je m'en vais. Je passe devant elle sans attendre de réaction. Je descends les escaliers, pas l'ascenseur, les escaliers, parce que c'est plus dramatique, parce que j'ai le temps et parce que je veux que ça dure. En bas, avant même d'arriver à la réception, mon téléphone sonne. C'est Édouard. Marguerite, que s'est-il passé? Je souris. Je n'avais même pas appelé. Il a fallu moins de 4 minutes. Édouard, je suis avec toi dans 1 heure. Il faut qu'on parle. Et il faut qu'on appelle le conseil d'administration. Tous les membres. Avant 13 heures si possible. Il y a un silence. Marguerite, qu'est-ce qui... Je t'appelle dans 2 heures. 1 heure et demie plutôt. C'est mieux que je ne sois pas au bureau. Je raccroche. Je sors de l'immeuble. Le soleil de Paris m'aveugle une seconde. Avril. Les cerisiers sur l'avenue fleurissent. C'est beau. Tout ça, ce qui s'est passé, ce qui va se passer, c'est juste du théâtre. Mais c'est du théâtre que j'ai répété depuis des années sans le savoir. Je vais à mon café habituel, à 5 minutes de là, le Petit Blanc, près du Parvis. Je commande un café et une viennoise. Je regarde les gens qui passent en pensant à leur vie banale, leurs préoccupations ordinaires. J'appelle mon avocate, Sophie Leblanc. Maître Leblanc, pour être précis. Nous avons travaillé ensemble pendant 16 ans. Elle sait tout de ma situation. Ça y est? Me demande-t-elle quand elle reconnaît mon numéro. Ça y est, je confirme. Je vais demander aux gens chez Lehman de se préparer. Les documents sont prêts? Oui, tout est dans le classeur, comme on en a parlé. D'accord. Elle a vraiment licencié sans savoir? Le premier jour. Elle a probablement passé 4 heures à examiner les dossiers hier soir. Elle croit qu'elle sait comment marchent les affaires. Sophie rit. C'est un rire joyeux, légitime. Je vais commencer à faire les appels. Édouard va paniquer. Je sais, c'est pour ça que je l'ai contacté. Pendant l'heure qui suit, je suis seule. Je bois mon café. Il refroidit. Je ne bouge pas. Je regarde les gens passer. Une femme avec un enfant. Un homme qui parle à son téléphone trop fort. Des touristes qui consultent une carte. La vie normale continue. Les gens ne savent pas que quelques rues à l'est, une femme est en train de reprendre une entreprise qu'elle a patiemment accumulée pendant 26 ans. Ils ne savent pas qu'une fille gâtée à l'étage 13 vient de découvrir que l'héritage n'est pas garanti. Ils ne savent pas qu'une danse silencieuse, invisible à tout le monde, vient de culminer en 5 minutes. Je pense à 1988, à mes cheveux plus noirs, à mes mains moins fatiguées.
à l'optimisme naïf que j'avais en signant ces papiers. Je pense à chaque décision, chaque négociation, chaque moment où j'ai dit non à une augmentation de salaire pour demander des parts à la place. Je pense à 2001, quand j'ai vendu ma maison pour acheter les parts de Paul. J'avais 41 ans, pas d'époux, pas d'enfants, rien sauf la conviction que les parts valaient plus que la sécurité. J'avais raison. Je bois mon café. Il est froid maintenant. Un serveur me demande si je veux quelque chose d'autre. Je dis que c'est bon. Je reste assise. Je pense à Édouard qui monte les escaliers en ce moment même, qui panique en réalisant que sa fille vient de déclencher quelque chose qu'il ne peut pas arrêter. Je pense aux 3 autres membres du conseil qui reçoivent probablement des appels téléphoniques en ce moment. Je pense à Sophie qui prépare les documents, qui sourit en pensant à l'expression de Léa. Je regarde mon téléphone. Il est 11h30. Édouard devrait être à son bureau maintenant. Les appels devraient avoir commencé. Je me lève, je paye, je prends un taxi. Maintenant, je dois vous raconter comment j'en suis arrivée là. Comment une femme qui s'est levée le matin en ayant un emploi se retrouve, 3 heures plus tard, à diriger l'entreprise entière. Comment on peut construire un empire silencieusement, en parlant à peine, en demandant presque rien. L'histoire commence en 1998. Février 1998. Édouard Deschamps a 42 ans. C'est un ancien consultant McKinsey, brillant, un peu obsédé par l'idée que le futur français va être digital. C'est 1998 et tout le monde dit qu'il est fou. L'Internet, c'est pour les geeks, pas pour les grandes entreprises. Mais Édouard voit quelque chose que les autres ne voient pas. Il voit l'avenir. Et il décide de sauter. Il ouvre Deschamps Associés. Lui, moi et Paul Leclerc. Un type bizarre, très doué en informatique, très mauvais avec les gens. Édouard recrute d'abord par ses contacts. Des gens de McKinsey, des amis du Business School, d'autres types qui ont cru à la révolution numérique un peu trop tôt. Nous sommes un bureau à Montparnasse, 50 mètres carrés. Les murs sont rose pâle. Il pleut constamment cette année-là. Je suis employée. Salaire, 42 000 € bruts par an. C'est honnête pour 1998. Pas magnifique, mais honnête. J'ai une bonne histoire. Consultant senior chez Booz & Company. J'ai géré des projets en Allemagne, Belgique, quelques trucs en France. Je quitte Booz parce que je crois à ce que dit Édouard. Et parce que je suis fatiguée de travailler pour quelqu'un d'autre. Je rêve de créer quelque chose, de construire, de matérialiser une vision. Pendant les 3 premières années, on fait des choses incroyables. On grandit lentement, doucement. Édouard négocie. Il ferme des contrats. Il a une manière de vendre qui fait que les clients pensent qu'ils ont trouvé le trésor. Et il n'a pas complètement tort. On est bon. Vraiment bon. Nos rapports sont respectés. Nos recommandations sont écoutées. Je me souviens du projet Renault en 1999 où on a réorganisé entièrement leur division e-commerce. Les autres cabinets de conseil disaient que c'était impossible. Édouard a dit que ça prenait 6 mois. On l'a fait en 4. Et Renault a augmenté son chiffre d'affaires en ligne de 200% en un an. C'est le genre de résultat qui fait que les clients t'appellent, qui te recommandent, qui te font confiance pour les prochaines guerres stratégiques. Mais, et c'est là que mon histoire commence vraiment, après 3 ans, Édouard a un problème. On manque d'argent. On a grandi trop vite. Les frais d'exploitation augmentent. Les salaires des consultants augmentent. Les locations augmentent. Et Édouard ne veut pas prendre de dette bancaire, parce qu'il pense que c'est une faiblesse. C'est un peu idiot si je suis honnête, mais c'est comme ça que les fondateurs pensent souvent. Ils confondent la dette bancaire avec une sorte de défaut moral. Alors ils décident de prendre un associé, quelqu'un pour partager les risques, quelqu'un pour apporter du capital.
Il en parle avec Paul et moi, bien sûr. Et Paul dit qu'il est d'accord, tant qu'il reste en charge de tout ce qui touche la technologie. Je dis que je l'appuie aussi. En avril 2001, un homme arrive. Thierry Marquois, riche, marié 3 fois, vient du secteur immobilier. Il investit 250 000 € et en échange, il reçoit 35% de l'entreprise. Edouard garde 40%. Paul en a 20%. Et moi, j'en ai 5%. 5% pour avoir aidé à fonder l'entreprise, pour avoir apporté mon expertise, pour avoir pris le risque de quitter un travail stable. 5%. Je me souviens du moment où on a signé les papiers. C'était dans le bureau d'un notaire à Paris, rue de Turbigo. Il faisait chaud ce jour-là. J'ai regardé mon nom en bas du document. Marguerite Fournier, propriétaire de 5%. Et je me suis sentie étrangement vide. Pas heureuse, pas triste, juste vide. Parce que j'avais compris, dans cet instant précis, que mon effort, ma contribution, mon sacrifice, tout ça était chiffré à 5%. Pendant que Thierry, qui mettait juste de l'argent, obtenait 35%. Pendant qu'Édouard, qui était le visage et l'idée, gardait 40%. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à réfléchir vraiment. Pas à la vengeance, pas à la jalousie, mais à la mathématique du pouvoir. À comment, dans une entreprise, on peut être indispensable et quand même se faire traiter comme une ressource jetable. À comment la loyalty peut te couler si tu ne la protèges pas avec quelque chose de plus solide. À comment l'argent, finalement, c'est juste du papier, mais les parts, c'est de l'influence. Les parts, c'est la seule chose qu'on ne peut pas t'enlever sans ta permission. Ce soir-là, je suis allée au restaurant avec mon ex-mari. Je lui ai parlé de l'investissement de Thierry, de ma position qui diminuait mathématiquement. Et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « Tu penses que tu dois être reconnu pour avoir de la valeur. Mais la vraie valeur, c'est ce qu'on ne peut pas t'enlever. Les actions, c'est ce qu'on ne peut pas t'enlever. » J'ai détesté le dîner. J'ai détesté le dessert. Mais j'ai aimé cette phrase. Je l'ai mémorisée. Je l'ai tournée dans ma tête pendant des mois. Je n'étais pas mariée à un homme sage. Mais il avait raison sur ce point. Édouard, en particulier, était un grand rêveur. Il voulait agrandir. Il voulait s'étendre à l'Europe. Il voulait un bureau à Londres. Et pour faire ça, il allait avoir besoin de plus d'argent, plus de capital. Et il allait avoir besoin de diluer les parts de façon importante. C'est quand j'ai compris quelque chose de crucial. Dans une entreprise, tu peux avoir du pouvoir de 3 façons. Premièrement, tu peux être le fondateur. Ça te donne une autorité naturelle. Les gens regardent vers toi. Les décisions s'arrêtent à ta porte. Deuxièmement, tu peux avoir une position opérationnelle. Directeur général, directeur commercial, quelque chose comme ça. Tu diriges les gens. Tu décides ce qu'ils font. Tu approuves les budgets. Tu fermes les portes et les gens t'écoutent. Troisièmement, tu peux être actionnaire. Et si tu es actionnaire majoritaire, même en silence, même si personne ne sait que tu sièges au conseil, tu peux arrêter n'importe quoi. Tu peux dire non. Et quand tu dis non, c'est final. Et si personne ne sait que tu peux arrêter n'importe quoi, alors le pouvoir que tu as, c'est un secret. Et les secrets, c'est la meilleure forme de pouvoir. Parce que les gens ne peuvent pas te combattre contre quelque chose qu'ils ne savaient pas que tu possédais. En 21, après Thierry, j'ai commencé à négocier sérieusement. Je n'ai pas demandé une augmentation de salaire, je n'ai pas demandé une promotion, j'ai demandé plus de parts. Édouard a accepté, pas beaucoup plus, 1%. Maintenant j'en ai 6. C'était peu, mais c'était un précédent. C'était la preuve que je pouvais en demander davantage. Et ça me montrait aussi qu'Édouard était ouvert à la négociation si on la présentait bien. Je ne lui ai pas dit « Je veux plus de parts parce que je mérite plus de pouvoir ». Je lui ai dit
Je veux m'engager davantage pour l'avenir de cette entreprise. Les parts me permettent de montrer que j'y crois, ce qui était intelligent, ce qui montrait que j'avais compris le jeu. Mais cette année-là, en automne, quelque chose d'important se produit. Paul, le type qui gère la technologie, décide qu'il en a marre. Il ne supporte pas Thierry. Thierry voulait embaucher du management venant du secteur immobilier, des gens qui ne comprenaient rien à la technologie. Il voulait professionnaliser l'opération, et Paul voyait ça comme une insulte, comme si être doué en informatique n'était pas assez professionnel. Je me souviens de la réunion où Paul a annoncé qu'il partait. Il tremblait. Je n'avais jamais vu un homme aussi intelligent être aussi émotionnel. Il avait les larmes aux yeux. Et Édouard était assis là, en train d'écouter poliment, comme si un ami ne venait pas de lui dire qu'il abandonnait le navire. « Je ne peux pas travailler ici, » a dit Paul. « Pas avec Thierry, pas avec son ego, pas avec sa façon de traiter la technologie comme un outil plutôt que comme une stratégie. » Et Édouard a juste hoché la tête. Il ne l'a pas supplié de rester. Il ne l'a pas augmenté. Il a accepté. C'est comme ça qu'Édouard était. Il ne gardait jamais les gens. Paul a créé sa propre boîte. Et pour le faire, il avait besoin d'argent, rapidement. Alors, il a vendu ses parts, 20% de la boîte, pour 40 000 euros. C'est 2001. Les startups s'effondrent. Le marché des dot-com a implosé. Il prend ce qu'il peut obtenir. C'est de la panique. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu ma chance. Édouard aurait pu les acheter. Il avait l'argent. Mais Édouard n'aime pas avoir trop de liquidités. Il pense que l'argent oisif, c'est de l'argent gaspillé. Alors il accepte que Paul les vende à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est moi. Je n'avais pas 40 000 euros en liquidité. Pas facilement. J'ai dû vendre une partie de mon portefeuille d'investissement. J'ai emprunté à ma mère. Une femme qui n'a jamais compris pourquoi je voulais travailler d'ailleurs. Elle pensait que le mariage et les enfants étaient l'objectif de toute femme. Et j'ai vendu ma petite maison à Fontainebleau. C'était stupide peut-être. C'était très risqué. J'avais 41 ans, pas d'époux, et j'étais en train de dépenser presque tout ce que j'avais économisé pour devenir propriétaire d'une part d'une entreprise qui pouvait s'effondrer demain. Mes collègues me prenaient pour une folle. Ma mère me disait que je faisais une erreur. « Tu aurais pu acheter un appartement plus grand », me disait-elle. « Tu aurais pu te marier et avoir une vie. » Mais je me souviens du moment exact où j'ai signé les papiers de vente de la maison. C'était dans le bureau du notaire. L'écran affichait les images de la propriété, le petit jardin que j'avais planté, la cuisine que j'avais rénovée avec mes mains, et j'ai eu un moment de doute. Un vrai moment où j'ai pensé « Marguerite, tu es en train de gâcher ta vie. Tu es en train de sacrifier ta sécurité pour quelque chose qui pourrait disparaître. » Mais j'ai signé quand même, parce que je savais quelque chose qu'il ne savait pas. Je savais que les parts valaient plus que l'argent. Je savais que le pouvoir valait plus que la sécurité. Et je savais que si je ne prenais pas cette chance maintenant, je regarderais le reste de ma vie en me demandant ce qui se serait passé. Je paye 40 000 euros. Et maintenant, j'ai 26% de l'entreprise. C'est là que tout bascule. Parce que maintenant, je suis plus que quelqu'un qui travaille ici. Je suis une actionnaire significative. Et quand tu es actionnaire, les gens commencent à écouter différemment. Pas parce que tu cries plus fort, mais parce que tu as du skin in the game. Tu as du risque. Tu as des dollars réels en jeu. Et les gens respectent le risque. Les années suivantes, c'est une danse. Édouard grandit. Il ouvre un bureau à Londres. C'est en 2003. Je suis allée à Londres avec lui. Je me souviens de l'immeuble. C'était dans Soho. Bruit, chaos, mais vibrant. C'est là qu'Édouard a commencé à croire que son rêve était possible. On était assis dans ce petit bureau avec vue sur la rue, et Édouard m'a dit « Regarde, un jour, on va avoir 50 bureaux, 100 bureaux, on va être aussi grand que McKinsey. »
Et j'ai écouté, et je me suis dit, ok, Édouard rêve, mais qui va payer pour ça? Puis à Amsterdam, puis à Berlin. À chaque fois qu'il grandit, il a besoin d'argent. À chaque fois qu'il a besoin d'argent, il doit diluer les parts existantes ou en créer de nouvelles. Et à chaque étape, je négocie. En Tudez en phare, quand on a ouvert le bureau de Berlin, Édouard avait besoin de 300 000 euros supplémentaires. Thierry en a apporté une partie. Mais il y avait un gap. Et j'ai fourni ce gap. 200 000 euros. Je l'ai fait à nouveau. Je l'ai vendu. J'ai hypothéqué ma voiture. J'ai demandé à Sophie de me faire un prêt. Et en échange, j'ai reçu 12% supplémentaires de l'entreprise. Maintenant, j'en avais 38%. C'est à ce moment que j'ai commencé à penser comme un propriétaire. Pas comme une consultante qui travaille ici. Un propriétaire. J'ai commencé à faire attention aux chiffres différemment. Je regardais nos profits, nos marges, notre cash flow, comme ça m'affectait directement. Et ça m'affectait directement. Chaque centime d'augmentation de nos marges me mettait un peu plus près de la majorité. Je savais où on allait. Je savais quel était le chemin. Et je savais que si je maintenais le cap, je finirais par contrôler le navire. Je ne demande jamais d'argent supplémentaire dans ces négociations. Je le fais savoir que je veux des parts à la place. C'est une astuce qu'on apprend au bout d'un moment. Les gens pensent que vous êtes altruiste. Oh, Marguerite, tu préfères les parts au salaire? C'est beau. Tu crois vraiment à l'avenir de l'entreprise? Oui, voilà, exactement ça. Je crois à l'avenir. Mais je crois aussi qu'à long terme, les parts valent plus que le salaire. Et je crois surtout que les parts me donnent du pouvoir. Elles me donnent une voix. Elles me donnent un siège. Elles me donnent le droit de dire non. En 2005, Thierry se retire. Il a fait de l'argent avec Deschamps Associés. Et maintenant, il veut faire autre chose. Il veut se retirer des affaires. Il veut passer du temps avec sa troisième femme. Il veut voyager. Il vend ses parts. Édouard en achète une partie, 10%, pour 110 000 euros. Le reste, c'est à moi qu'il se tourne. Parce qu'à ce moment, tout le monde sait que j'ai de l'argent. Personne ne sait d'où il vient, mais tout le monde sait que je l'ai. Les gens riches ne posent pas de questions sur l'argent des autres gens riches. C'est une règle non écrite. Et j'étais assez intelligente pour la respecter. Je ne me vantais jamais. Je ne montrais jamais mes richesses. Je vêtais simplement les mêmes costumes et je restais tranquille. Je négocie avec Thierry directement. Je lui propose 140 000 euros pour ses parts restantes. C'est 40% de la boîte que j'achète. C'est une grosse transaction. C'est cher, mais je sais que ça va valoir beaucoup plus. Les équipes de conseil digital vont exploser en valeur dans les années qui viennent. La transformation numérique n'est plus une tendance, c'est une nécessité, et nous sommes positionnés à la perfection. Thierry accepte. Je signe les papiers. Et maintenant, j'ai 66% de l'entreprise. Édouard en a 34. Et il ne sait pas vraiment ce qui vient de se passer. Il pense que je suis devenue riche. Il pense que j'ai hérité. Il pense que mon ex-mari m'a donné de l'argent. Il ne demande pas. Les gens riches ne demandent jamais comment on est devenu riche. Ils supposent que tu as toujours été riche ou que quelqu'un t'a donné l'argent. L'idée qu'une femme qui gagne 150 000 euros par an pendant 7 ans peut économiser autant pour acheter une part d'une entreprise, c'est une idée qui ne leur vient pas. Ils ne comprennent pas le sacrifice. Ils ne comprennent pas comment tu peux vivre dans un petit studio, conduire une vieille Peugeot et porter les mêmes 2 costumes pendant 5 ans, juste pour accumuler de l'argent. Ils ne comprennent pas la discipline. C'est ça qui me rendait invisible. 2005, c'est le moment où Édouard décide qu'il veut éventuellement vendre. Il ne dit pas ça ouvertement. Mais je le sais. Il commence à parler d'optimisation de structure. Il parle de private equity.
Il parle de valorisation. Il parle d'une possible introduction en bourse. Il engage même des consultants de Goldman Sachs pour évaluer ce qu'on pourrait faire. Et un jour, il me demande, si quelqu'un venait acheter Deschamps Associés, quel prix tu penses qu'on pourrait avoir? Je dis qu'on pourrait probablement avoir 150 millions d'euros. C'est juste une estimation, mais ce n'est pas faux. L'entreprise, à ce moment, génère 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec des marges respectables. Les multiples de valorisation pour ce genre de boîte, c'est 2 ou 3 fois le chiffre d'affaires. Donc 150 millions, ça semble raisonnable. Édouard sourit. Il imagine déjà son argent. 50 millions pour lui. C'est ça, pour lui, c'est juste de l'argent maintenant. Juste des chiffres. Mais pour moi, il y a quelque chose d'autre. Si on vend, je vais hériter de 90 millions d'euros. 90. C'est la vie que j'imaginais. C'est la liberté. C'est l'indépendance. Et c'est aussi une responsabilité. Parce que si on vend à quelqu'un de mal, si on vend à quelqu'un qui va licencier les gens, qui va brûler la culture qu'on a construite pendant 16 ans, je suis responsable. Je peux l'arrêter. Je peux dire non. Et personne ne peut me forcer. Cette idée que je pourrais dire non, c'est celle qui me donne du pouvoir. Entre 2005 et 2010, je continue ce petit jeu. À chaque fois qu'il y a une opportunité, j'achète. À chaque fois qu'un consultant veut partir, qu'il a besoin d'argent rapidement, je suis là. Je l'achète. Je ne suis jamais méchante. Je suis juste présente. Et présent, c'est une formidable position. Je me souviens d'une situation spécifique. En 2008, pendant la crise financière, un consultant qui avait 3% de la boîte a paniqué. Le marché s'effondrait. Tout le monde pensait que les entreprises de conseil s'écrouleraient. Il s'appelait Marc Dubois. Un type gentil, travailleur, mais pas un visionnaire. Il m'a contacté. Il tremblait. Je peux encore l'entendre. Marguerite, je veux vendre. Je veux ma sortie. Je veux juste me débarrasser de ça. Ma femme demande. On a des enfants. On a besoin de sécurité. Et j'ai acheté. Pour beaucoup moins que ce que ça valait. Je sais que c'était une opportunité à cause de la peur. Et je sais aussi que dans 3 ans, la crise serait finie et la valeur monterait. Nous avions une entreprise sans dette, des clients fidèles et une position de marché inébranlable. En 2010, après environ une douzaine d'acquisitions de parts plus petites, 1,5% ici, 0,75% là, parfois 1% complet, je passe à 51%. 51, c'est la majorité. Je suis devenue actionnaire majoritaire sans que personne ne remarque vraiment. C'est ça qui est magnifique. Je n'ai pas crié, je n'ai pas déclaré la guerre. J'ai juste acheté, patiemment, année après année. Édouard, bien sûr, l'a remarqué. Il y a eu une réunion, une vraie réunion, où il m'a demandé comment c'était possible. Et j'ai expliqué. Et il a compris. Il était furieux pendant environ 1 heure. Je le voyais rougir, ses mains trembler quand il tenait le document qui montrait ma participation. Puis il n'a rien dit pendant 2 jours. Il m'évitait aux réunions. Il prenait ses déjeuners seul. Et puis il m'a invité à déjeuner. C'était au restaurant du marché, un endroit qu'on aimait. Pas trop formel, pas trop casual. Édouard était assis en face de moi, avec un verre de Sancerre. Il y avait une femme à la table à côté de nous qui riait trop fort. Une bande de touristes qui criaient en italien. Édouard les ignorait. Il regardait simplement ses mains pendant un long moment, les tournant l'une contre l'autre, comme s'il essayait de résoudre une équation qu'il pouvait voir à la surface de sa peau. Je remarquais qu'il avait vieilli depuis nos débuts. Ses cheveux gris, plus gris qu'avant. Ses yeux avaient cette fatigue que seuls les hommes qui ont beaucoup bâti connaissent. Et puis il m'a regardée, vraiment regardée. Pas comme une associée, pas comme une collègue,
mais comme quelqu'un qu'il découvrait pour la première fois. Je suis intelligent, m'a-t-il dit finalement. Et je n'ai pas vu ça. Je suis déçu en moi-même. Mais c'est génial. Franchement, c'est génial. Tu as un cerveau comme le mien, mais plus patient. Tu as fait exactement ce qu'un capitaine d'entreprise devrait faire. Tu as sécurisé ta position. Il a bu une autre gorgée. Il a regardé ses mains. Puis il m'a regardé. Je vais te dire quelque chose que je ne dirai jamais en réunion du conseil. J'aurais fait la même chose à ta place. Je sais que tu l'aurais fait, j'ai dit. Et tu sais aussi que maintenant, tu ne dois jamais plus faire confiance à quelqu'un de la façon dont tu m'as fait confiance avant. Je sais. D'accord, on est associés, pour de vrai maintenant. Et on l'est resté. Édouard continuait à diriger les opérations. Moi, je gardais ma majorité silencieuse. Il savait que j'étais là. Il savait que je pouvais arrêter n'importe quoi. Mais on n'en parlait jamais. C'était un accord tacite. C'était une compréhension mutuelle. Et pendant un moment, ça a marché merveilleusement. Entre 2010 et maintenant, 2024, l'entreprise a grandi encore. Nous avons ouvert des bureaux à Dubaï, Singapour, Sao Paulo. Notre chiffre d'affaires a atteint 300 millions. Nos marges se sont améliorées. Et je suis maintenant actionnaire de 58%. Édouard en a 22. Les autres en ont le reste. Je pensais qu'on continuerait comme ça, indéfiniment. Édouard à l'avant, moi à l'arrière. Lui prenant les décisions courantes, moi contrôlant les grandes lignes. Et puis ce matin, sa fille m'a viré. Quand j'arrive à son bureau, Édouard m'attend dans le hall. Il a l'air d'avoir vieilli 10 ans depuis ce matin. Ses cheveux gris semblent plus gris. Ses yeux sont rouges. Il serrait quelque chose dans sa main droite. Je voyais que c'était mouillé. Il transpirait. Sophie Leblanc vient de m'appeler. Ah, Sophie a déjà commencé. Elle dit que Léa n'a pas l'autorité d'effectuer un licenciement. Elle dit que j'ai une clause, quelque chose dans le pacte d'actionnaires qui protège la majorité actionnariale contre les décisions unilatérales du management. Exact. Marguerite, je dois te dire quelque chose. Je ne savais pas qu'il était actionnaire. Qui? Léa. Elle a des parts, 5%. Je lui en ai donné quand elle a eu son MBA. Je voulais qu'elle se sente impliquée. Je lui en ai donné, sans le dire au conseil. Je prends une respiration. 5%. Avec 5%, elle peut causer des problèmes. Elle ne peut pas me licencier. Ça, c'est clair maintenant. Mais elle peut faire valoir des choses. Elle peut contester les décisions. Et elle peut faire beaucoup de bruit. 5%, c'est assez pour être dangereux, mais pas assez pour être majeur. C'est suffisant pour qu'elle ne disparaisse jamais complètement. Et c'est assez peu pour que je puisse toujours dire non à n'importe quoi. Édouard, je vais te laisser 5 minutes pour absorber ça. Puis on va appeler le conseil d'administration. Je prends un siège dans le hall en attendant que les autres arrivent. Les 3 autres membres du conseil sont appelés. L'un d'eux, Gérard, arrive en personne. Les 2 autres, Christine et Marc, arrivent par vidéoconférence. Il est 12h45. Tout le monde est à l'heure. Tout le monde sait que c'est important. Sophie arrive à 13h15. Elle a un dossier. Elle s'assied. Elle est calme. Elle boit un café qu'Édouard lui apporte. Elle ouvre le dossier lentement, comme on ouvre un livre qu'on a lu 100 fois. L'air dans la pièce devient lourd, concentré. La lumière du début d'après-midi entre par les baies vitrées. On voit la défense au loin, ces gratte-ciels qui semblent attendre quelque chose. Donc, voilà la situation. Marguerite est actionnaire majoritaire depuis 2010. Cela signifie que toute décision exécutive qui pourrait affecter un actionnaire majoritaire requiert l'accord de cet actionnaire ou une assemblée d'actionnaires. Licencier un actionnaire, c'est une décision qui l'affecte directement. Par conséquent,
Léa n'avait pas l'autorité de faire cela. Mais je lui ai donné le titre de directrice de la stratégie, proteste Édouard. Sa voix est faible, presque implorante. Le titre ne donne pas l'autorité sur les actionnaires. L'autorité, c'est le conseil qui la donne. Et le conseil a une présidente, dit Sophie en me regardant. Elle sourit légèrement. C'est un sourire satisfait. Gérard, qui n'a rien dit jusqu'à présent, fait un bruit avec sa gorge. C'est peut-être un tout-sautement, peut-être une expression de compréhension. Je dois admettre, dit-il en français, ces paroles portent le poids de quelqu'un qui comprend maintenant quelque chose qu'il aurait dû savoir plus tôt. J'ignorais complètement la structure. Et le conseil approuve quoi exactement? Demande Édouard. Il a changé de ton. Il est maintenant plus curieux. Il commence à comprendre les contours de ce qui s'est passé. Tout ce qui affecte la structure ou les actifs de l'entreprise. Cela inclut les nominations exécutives, les licenciements de personnel clé, les décisions d'investissement majeures, énumère Sophie lentement. Elle regarde chacun des membres du conseil en parlant. Elle vérifiait implicitement que tout le monde comprenait. Il y a un long silence. Édouard comprend enfin. Il me regarde vraiment, profondément, comme s'il me voyait pour la première fois en 26 ans. Tu n'étais jamais une employée, dit-il. Tu étais un propriétaire. Oui, depuis le début. Presque. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Aurais-tu écouté? Il ne répond pas, parce qu'il sait. Il sait qu'il n'aurait pas écouté. Il aurait paniqué. Il aurait cru que je voulais le pousser dehors. Il aurait caché les documents encore plus. Il aurait changé les règles du jeu. Et tout aurait été plus difficile. Christine, la vidéoconférence, clique de façon audible. Elle est impressionnée ou choquée? Peut-être les deux. C'est incroyable, dit-elle. C'est parfaitement légal et c'est absolument extraordinaire. On appelle le conseil officiellement. L'ordre du jour est simple. Statut d'emploi de Marguerite Fournier, révision de la structure actionnariale, directive pour l'avenir. Il y a très peu de débats. À l'unanimité, on annule le licenciement. Et à l'unanimité, on approuve une nouvelle résolution. Marguerite Fournier est nommée président-directrice générale de Deschamps Associés. Édouard reste fondateur et président d'honneur. Mais je dirige maintenant. Pour de vrai. Authentiquement, légalement. Je regarde les visages. Gérard est pensif. Christine a un petit sourire. Marc, en vidéoconférence, semble estomaqué. Édouard regarde simplement par la fenêtre. Sophie finalise les documents et prend les signatures. Elle envoie l'ensemble à Léa à 16h30. Je peux imaginer le moment. Elle ouvre son email. Elle voit le titre officiel. Président, directrice générale. Elle voit ma photo. Elle voit les signatures du conseil. Et elle comprend. Elle a perdu avant même de commencer. Je ne sais pas exactement ce qui se passe à ce moment. Je suis avec Édouard quand son téléphone commence à vibrer. Vibrer et vibrer et vibrer. Les notifications arrivaient si vite que l'écran devait à peine se mettre à jour. Des appels, des SMS, des emails, des notifications de LinkedIn, des messages WhatsApp. C'était comme si le monde entier l'appelait en même temps. Puis Édouard reçoit un appel qu'il ne peut pas ignorer. C'est Léa. Sa voix arrive si fort à travers le téléphone que je peux l'entendre d'où je suis assise. Et ce qu'elle dit, ça me coupe le souffle. C'est du pur rage. « Papa, papa, qu'est-ce que c'est que ça? Qui est cette femme? Je me suis levée avec notre nom, notre héritage, et tu me dis que j'avais 5% d'une entreprise que ma mère a construite et qu'une consultante locale contrôle maintenant?
Comment j'ai pu ne pas savoir ça? Elle continue. Elle parle de dignité. Elle parle d'héritage. Elle parle de promesses. Elle parle de trahison. Elle parle de la trahison de sa mère qui ne lui a rien dit. De la trahison d'Édouard qui lui a permis ça. De la trahison de cette femme, de moi, qui s'est insinuée dans son héritage comme une voleuse. Elle crie. Elle sanglote. Je l'entends passer d'un ton à un autre. D'une minute, elle est furieuse. La minute d'après, elle pleure. Tu m'as dit que ça m'appartenait, elle crie. Tu m'as dit que je serais prête à diriger. Tu m'as dit que c'était mon avenir. Tu m'as dit que je suis capable. Et pendant ce temps, une femme qui n'est rien d'autre qu'une consultante accumulait notre entreprise mètre par mètre. Comment as-tu pu laisser ça se passer? Et Édouard, il n'a rien à dire. Rien. Il juste écoute pendant que sa fille déchire l'image qu'il lui avait créée d'elle-même. Elle crie à travers le téléphone. Elle dit que c'est injuste. Elle dit que c'est contraire à l'éthique. Elle dit qu'elle va appeler des avocats. Elle dit qu'elle va contester. Elle dit qu'elle va chercher une revanche. Elle demande pourquoi on ne lui a jamais dit que sa position était fragile, que sa place n'était jamais garantie, que l'argent de sa mère n'était pas magique, que le nom de son père n'était pas une armure. Parce que la vie n'est pas garantie, je dis doucement, mais assez fort pour que sa voix l'entende à travers le téléphone. Il y a un moment de silence. Elle m'a entendu. Elle sait que je suis là. Elle sait maintenant qu'elle n'était jamais invincible, qu'il existait quelqu'un d'autre dans la pièce tout du long. Édouard baisse le téléphone. Sa main tremble légèrement. Léa, je te rappelle. Non, elle crie. Tu m'appelles quand tu auras une vraie explication. Quand tu pourras me dire pourquoi ma propre mère ne m'a pas parlé de tout ça. Pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi j'ai dû apprendre ça de mon avocate? Elle raccroche. C'est brut, c'est définitif. Le silence qui suit est presque douloureux. Édouard regarde l'écran de son téléphone. Le appel s'est terminé. 17 minutes, affiche l'écran. Il s'assied. Elle a raison, tu sais, dit-il après un moment. Elle a raison de dire que j'ai échoué. Non, je dis, tu n'as pas échoué. Tu as construit quelque chose. C'est juste que tu ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre qui construisait avec toi. C'est la même chose. Il y a un autre silence, puis un email. L'email de sa directrice d'études à HEC, apparemment. Juste le lien vers mon nouveau titre. Président-directrice générale, avec ma photo. Mon vrai sourire. Celui qu'on a quand on a travaillé dur et que le travail a porté ses fruits. Elle est partout maintenant, sur LinkedIn, sur le site web de l'entreprise, sur les sites d'actualité commerciale, sur les réseaux sociaux, ma photo, ma réussite, sa défaite. Il y a une légende sous la photo. Elle dit « Marguerite Fournier, nommée PDG de Deschamps Associés. Après 26 ans de dévouement envers la vision d'Édouard Deschamps, elle prend les rênes de l'une des plus grandes entreprises de conseil numérique en France. » Édouard me regarde et enfin, pour la première fois depuis ce matin, il sourit. C'est un sourire amer, mais c'est un sourire. « Elle va vouloir te chercher la revanche, dit-il. Probablement. Tu es consciente de ça? Oui, mais j'ai quelque chose qu'elle n'aura jamais. J'ai un peu plus de la moitié de cette entreprise. Et je l'ai gagnée mètre par mètre. Pas en la réclamant, pas en la supposant, mais en la gagnant. Je l'ai construite avec mes mains, ma tête et ma patience. Édouard se lève. Il va à la fenêtre. Il regarde la défense. Puis il se tourne vers moi. Tu veux savoir la chose la plus drôle? Quoi? Quand j'étais consultant chez McKinsey, mon patron, un gars nommé Jean-Marc, il m'a dit quelque chose. Il a dit que le meilleur consultant n'est pas celui qui sait l'avenir, c'est celui qui sait comment construire le futur qu'il veut. Et tu l'as fait. Oui. Et tu as construit un futur où tu diriges. Oui.
et je respecte ça. Il tend sa main, je la serre. C'est la première fois depuis la réunion du conseil qu'on se touche. Et c'est un geste d'acceptation, c'est un geste d'admiration, c'est un geste qui dit « tu as gagné ». Les mois qui suivent sont bizarres, très bizarres. Léa essaye de contester les choses. Elle essaye de mobiliser d'autres actionnaires. Elle propose une résolution pour m'enlever mon titre. Mais la majorité vote contre. Elle n'a que 5%. Et tous les autres voient que je contrôle les choses correctement. L'entreprise continue de grandir. Les profits continuent d'augmenter. Les gens qui travaillent ici semblent plus heureux, pas moins. Et c'est parce que pour la première fois depuis qu'Édouard et moi avons commencé cette danse silencieuse, j'ai le pouvoir de faire ce que je voulais faire tout le long. Je réorganise les choses. Je crée un programme de bonus basé sur la performance. Je mets en place une véritable succession plan au lieu de supposer que quelqu'un avec un titre l'apprendrait automatiquement. Je restructure le conseil pour qu'il y ait plus de diversité et je nomme des gens que j'ai confiance, pas les amis d'Édouard, pas nécessairement, mais des gens que j'ai vus travailler pendant des années et que je sais sont bons. Et Léa regarde tout ça s'effondrer autour d'elle. Finalement, elle démissionne. Pas officiellement. Elle ne revient juste plus. Pendant 2 semaines, elle n'envoie même pas un email. Elle disparaît. Et puis, environ 1 mois plus tard, elle envoie une lettre de démission. Très formelle, très courte. Je démissionne de mon poste de directrice de la stratégie avec effet immédiat. Je serai ravie de monétiser ma participation d'ici 1 an. Traduit du français, ça veut dire qu'elle veut que j'achète ses parts. À un prix qu'elle juge juste. Je les achète. Avec ma propre argent. 5% pour environ 3 millions d'euros. Ça semble cher, mais c'est correct pour ce que vaut l'entreprise maintenant. Et maintenant, j'en ai 63%. J'en ai plus des 2/3. Et plus je grandis. Mais je ne change pas l'entreprise. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Je ne viens pas pour tout casser. Je viens pour continuer. Édouard reste dans son rôle. Ses amis restent. Les consultants que j'ai embauchés restent. On garde la même culture, la même amitié, le même respect pour les gens qui travaillent dur. La seule chose qui change, c'est que maintenant, personne ne peut licencier quelqu'un sans raison. Personne ne peut prendre une décision majeure sans consulter. Personne ne peut supposer que sa place est garantie juste parce que son père en est le fondateur. Et ça, c'est une leçon qui ne coûte rien à apprendre. 2 mois après mon nomination, je réunis l'équipe de direction. 50 personnes. Édouard y est aussi. On a un agenda. On parle d'expansion. On parle de nouvelles stratégies. On parle de ce qu'on va faire dans les 5 prochaines années. Et à la fin de la réunion, je dis quelque chose. Je dis « Je veux que tout le monde sache que ma priorité n'est pas de restructurer cette entreprise ou de changer ce que nous avons construit. Ma priorité est de la protéger, de la faire grandir et de s'assurer que les gens qui travaillent ici, les gens qui ont contribué à son succès, sont traités de manière juste et respectueuse. » Édouard hoche la tête. C'est une déclaration d'intention. Et tout le monde comprend ce que ça signifie. Pas de licenciement arbitraire. Pas de réorganisation caprice. Pas de prise de risque stupide. 6 mois plus tard, j'organise un dîner. Édouard, Sophie, Olivier, le directeur commercial, et moi. C'est au restaurant Paul Bocuse, très bon, bœuf à la bourguignonne, un Côte-du-Rhône excellent. Et on parle. On parle d'expansion. On parle de nouvelles stratégies. On parle de ce qu'on va faire dans les 5 prochaines années. Édouard me regarde quand le vin arrive. Il demande, pour faire une blague, « Alors Marguerite, tu crois qu'on devrait inviter Léa à rejoindre le conseil d'administration ?» Tout le monde rit. C'est un rire joyeux, légitime. « Non, je dis, elle n'est pas prête. Peut-être dans 10 ans. Si elle veut vraiment comprendre comment ça marche. Et si elle ne veut pas ?
Alors elle restera ce qu'elle est maintenant, riche, libre et un peu jalouse. Édouard lève son verre. À Marguerite, qui a joué le jeu mieux que n'importe qui que j'ai jamais connu. Tout le monde lève son verre. Je bois. Et je ne pense pas à Léa ou à son arrogance. Je pense à ce matin-là, en 1998, quand on a signé les papiers d'incorporation. Je pense à Édouard qui criait après le téléphone parce que notre premier contrat avait un délai impossible. Je pense à Paul qui passait des nuits entières à écrire du code parce qu'il croyait à quelque chose. Je pense à tous les gens qui ont construit ça avec moi, pas pour moi, mais avec moi. Et je pense à quelque chose que ma grand-mère m'a dit une fois. Elle a dit « Le pouvoir, c'est l'attente. Ceux qui attendent au lieu de crier, ceux qui observent au lieu de parler, ceux qui construisent au lieu de détruire, ceux qui savent que la meilleure vengeance n'est pas la revanche, c'est le succès. » Et elle avait raison. Voilà mon histoire. La fille du patron m'a virée. Elle n'a pas regardé qui elle virait. Elle n'a pas demandé qui j'étais. Elle a supposé que puisqu'elle avait un titre, elle avait du pouvoir. Mais le pouvoir n'est jamais un titre. C'est jamais un bureau avec une belle vue. Le pouvoir, c'est les parts que tu détiens. C'est la connaissance que tu gardes. C'est la patience qu'on a. C'est les années de travail tranquille, invisible, que personne ne remarque jusqu'au moment où tu décides de révéler ce que tu as bâti. Et je tenais 58% de l'avenir. Ça, c'est quelque chose que même la meilleure MBA de HEC ne peut pas apprendre en une semaine.